Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être présents à cette première session tech de Data On Board. Donc, pendant la prochaine demi-heure, nous allons parler usine de traitement de données et référentiel géographique. Alors, la session va se dérouler de la manière suivante. On va d'abord discuter des objectifs, pourquoi on fait ça, à quoi ça va servir avec des exemples, quels services on souhaite proposer à nos clients, donc qu'est-ce qu'un géoréférentiel de qualité, qu'est-ce que cela à impliquer pour nous techniquement et par rebond pour nos utilisateurs et comment on a fait et quelles sont les prochaines étapes de ce projet. Alors, on va remettre un petit peu de contexte avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc, je vais me présenter, Audrey Malherbe. Je suis en charge de l'équipe Data Network au sein d'Open Datasoft. Donc la mission de l'équipe, c'est d'aider à la construction et à l'enrichissement du réseau. Vraiment, c'est pouvoir faire vivre les données de nos utilisateurs en leur permettant de les enrichir et aussi d'enrichir leur portail. Ça s'articule autour de deux axes, c'est fournir des données transverses pour nos clients et assurer bien sûr la cohérence et la fraîcheur de ces données. Hop, je me suis trompé, voilà, hop, ça c'était le dernier slide, attention. Donc la première chose à penser pour avancer un petit peu sur cette ligne, c'est déjà se poser la question de quelles sont les données qui sont le plus utilisées par nos clients, quel que soit leur domaine d'application et quel que soit leur métier. La réponse est assez simple et assez rapide, ce sont les limites géographiques, qu'elles soient administratives, statistiques ou électorales. Alors aujourd'hui, on a déjà des données qui sont disponibles sur nos portails. L'avantage aussi pour nous sur les données géographiques, c'est qu'elles sont un petit peu présentes à tous les étages de la plateforme. C'est-à-dire qu'elles sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, disponibles sur nos portails, mais aussi à l'intérieur de notre plateforme, dans les blocs de traitement que l'on propose à nos clients, qui sont des jointures géographiques, ou récupérer les entités administratives, et aussi sur les zones de recherche par zone géographique. Donc c'était très intéressant pour nous de travailler sur ces données-là, puisque en gros ça va nous servir en interne, mais aussi en externe. Aujourd'hui, on couvre 17 pays ou territoires. Donc on propose vraiment ces trois usages sur 17 pays ou territoires, et l'objectif, c'est de les consolider et d'étendre, bien sûr, les couvertures. Donc aujourd'hui, il y a de la pénibilité, il y a quelques épreuves qu'on aimerait bien, on va dire, enlever, puisque c'est aussi des feedbacks de nos clients. Il y a une grosse disparité des sources de données, que ça soit sur notre portail ou par exemple pour la France, on a 80 jeux de données sur les limites géographiques, donc c'est un petit peu perturbant et potentiellement inutile aussi. Il y a une disparité sur les fournisseurs de données, vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs. Pareil, quels sont les fournisseurs, qu'est-ce que je dois utiliser pour quel usage, donc ça peut être quelque chose d'assez, on va dire, perturbant pour nos utilisateurs. Il y a une configuration spécifique à chaque pays et à chaque niveau hiérarchique, ça je vais pas vous l'apprendre, les administrations sont bien spécifiques, la France a la sienne, l'Allemagne ou les USA par exemple, et il est aussi difficile pour nous, quand on intègre des données dont on n'est pas... par exemple la Pologne ou la Suède, qui sont des données des pays où on n'a pas l'habitude de travailler, il y a toujours un côté local et culturel à prendre en compte. Aucune imposition du nommage des attributs. Chaque fournisseur a un petit peu son nommage, donc pareil, c'est difficile pour nous et pour les utilisateurs de s'y retrouver, pour retrouver par exemple un code région ou un code commune. Selon les fournisseurs, les hiérarchies sont partielles sur les niveaux enfants. Donc pareil, ça, il faut faire plusieurs jointures et un travail de recherche pour récupérer toutes les informations. Ça conduit à des difficultés d'utilisation. On a pas mal de feedback de nos utilisateurs là-dessus. Et pour nous, c'est une maintenance qui est assez fastidieuse et surtout assez manuelle. Donc voilà, on avait envie en fait de casser tout ça, en tout cas, soit de les atténuer, soit de complètement les supprimer. Parce que effectivement, toutes ces épreuves vraiment complexifient à tort l'usage et peut amener un sentiment de frustration. Et nous, on veut que ça donne du bonheur d'utiliser nos géoréférentiels. Voilà. Donc, en se projetant un petit peu sur la fin, qu'est-ce qu'on voulait ? Des données consolidées et formatées, quelque chose qui est cohérent, des données vivantes, parce que ça, pour moi, c'est un truc vraiment indispensable. Faut que les données soient véritablement vivantes. Les mêmes données en usage externe et interne de nos plateformes, c'est-à-dire qu'on produit des données qui sont consommées par nos clients, mais aussi par nous à l'intérieur de nos services.
On automatise à fond la création et la maintenance des jeux de données pour faciliter la maintenance et l'enrichissement et la réutilisation, voilà, et des données bien identifiables qui sont facilement moissonnables ou trouvables sur nos différents portails. Donc, une fois qu'on a un petit peu rêvé du chemin, un peu de la voie à suivre, on va s'occuper du voyage et là, on va rentrer sur des choses qui sont un petit peu plus techniques métiers. Voilà. Hop, donc sur la partie métier, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait uniformiser les structures entre les données des différents pays, donc réfléchir à qu'est-ce qui est, on va dire, commun à tous les pays sur ces données-là, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vraiment pouvoir définir un tronc qui peut être extensible, une continuité de nommage des attributs entre les différents niveaux de chaque pays. Là, pareil, c'est par exemple, si on prend l'exemple de la France, une région, le nom d'une région va s'appeler regname partout et son code va s'appeler regcode vraiment véritablement partout. On essaye aussi de construire les attributs des différents parés de la même façon, donc il y aura toujours underscore name ou underscore code, quel que soit le pays, ça va juste ensuite être le mot-clé qui va changer. Une consolidation des données, donc voilà, pas seulement fournir une forme géographique, mais réfléchir à qu'est-ce qui est important, par exemple pour les communes ou les régions ou les EPCI, comme attributs supplémentaires pour faciliter la réutilisation sur notre plateforme. Bien identifier l'ensemble des jeux de données, en fait, fonctionner un petit peu sous forme de pack. Voilà, vous avez le pack géoréférentiel qui est soit utilisé au sein de nos processeurs et aussi en accès sur notre portail. Voilà, vous avez les mêmes données et globalement les mêmes noms pour pour effectivement faciliter le lien lors de l'utilisation. Et puis la dernière chose, c'est être reproductible de manière la plus simple possible, donc ce qui implique une automatisation des traitements et une vérification aussi des résultats. Hop. Sur la partie un petit peu plus métier, donc on a réfléchi à avoir une structure commune à tous les territoires, bien sûr avec des possibilités d'extension, parce qu'il y a toujours des exceptions et voilà, les limites administratives ou géographiques en sont un très très bon exemple. Donc vraiment l'objectif c'est d'avoir une autoroute et de pouvoir sortir et re-rentrer avec des exceptions, mais globalement que tout passe dans qui est quand même un tronc commun assez fort sur toutes ces données, bien identifier les sources et les licences pour maximiser l'usage au sein de notre plateforme. Le choix des attributs supplémentaires, voilà, qu'est-ce qui est pertinent à tel niveau, voilà, qu'est-ce qui est important pour les communes, par exemple en France, on a rajouté, est-ce que c'est une commune touristique, est-ce qu'elle est en zone montagne, etc. Voilà, des petites données en plus qui permettent un usage plus simple et plus rapide lors d'un enrichissement de jeux de données dans la plateforme. Des points de passage avec des tests de qualité. Voilà, c'est important de vérifier la cohérence. Quand je parle de tests de qualité, on ne corrige pas des données, bien sûr. On prend des données certifiées, donc on va dire qu'on est confiant avec la qualité. Par contre, avoir des tests de cohérence, que les données soient bien liées, qu'un niveau n-1 est présent dans un niveau n, que les géométries soient valides, ça c'est des choses qu'on va faire pour faciliter effectivement une bonne cohérence et une bonne consistance des données. Ensuite, tout ce qui est pilotage de la mise à jour, là pareil, on a envie d'automatiser et que ça soit fait de manière reproductible et automatique pour pouvoir minimiser les erreurs ou les erreurs humaines, quoi. Ensuite, hop, donc toutes ces réflexions ont amené, on va dire, un constat assez fort. C'est qu'on a mis en place une plateforme de préparation de données. Alors là, je vous parle de quelque chose qui n'est pas dans la plateforme ODS, c'est quelque chose qu'on a monté à l'extérieur de la plateforme, c'est-à-dire en amont, avant intégration des géoréférentiels dans la plateforme pour que vous puissiez les utiliser. C'est quelque chose qui est vraiment à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour monter, on va dire, un data pipeline? C'est un orchestrateur, déjà, pour piloter les traitements, un stockage en base de données relationnelle et spatiale, puisqu'on a quand même pas mal de cartographie, notamment sur ce sujet-là, mais aussi sur les futurs sujets, et toute une machinerie de scripting avec des traitements appropriés, et ensuite tout le pilotage via des API management de la plateforme Open Datasoft. Là, je vous présente un exemple d'un workflow pour la France, donc, juste pour montrer un petit peu les étapes qu'on
qu'on a fait pour générer donc ces fichiers consolidés. Donc moi, souvent en interne, je compare ça à une recette de cuisine. Hein. Le parallèle avec la nourriture marche très bien. C'est vraiment voilà, la première étape, c'est de charger les données véritablement. Donc c'est les load providers. On va chercher les données, on les charge en base de données. Il y a un point de passage qui est critique et donc si le check provider par exemple ne passe pas, ça casse, ça envoie un mail et on regarde ce qui s'est passé. Donc là, ça va être de la vérification de chargement, de si les géométries sont valides, s'il y a des doublons, etc., si on a bien toutes les données qu'on voulait. Donc une fois que ça s'est passé, il y a un parallélisme sur les traitements des données. Donc voilà, pareil, on essaye de paralléliser au maximum et tout ce qui va être dépendant de l'un ou de l'autre va être en file indienne. Et ensuite, vous avez un deuxième point de passage qui est un check qualité. Alors là, pareil, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de tester en bloc pour ne pas sortir un jeu de données qui ne serait pas, on va dire, lié aux autres. Hein. Donc, on fonctionne véritablement en pack donc, pour tester la cohérence et la liaison des données entre elles. C'est pour ça qu'on attend en fait que tous les traitements soient finis pour tester si on a le bon nombre d'enregistrements, si toutes les hiérarchies sont présentes à tous les niveaux. On a aussi, comme on est en base de données, beaucoup de contraintes lors de l'intégration des données qui aussi peuvent faire, on va dire, casser le processus s'il y a des problèmes en amont. Ça, c'est vraiment un check pour dire, OK, c'est bon, on envoie. Donc, on envoie en salle, hein, on envoie, on dresse et on envoie. C'est donc tout ce qui va être release des jeux. Donc, on va créer des fichiers GeoJSON. Donc, on passe d'un modèle de base de données qui peut être un petit peu abstrait pour un utilisateur final à des fichiers spécifiques avec les bons noms de colonnes selon le pays, etc. Donc, regcode, regname, commune, comname, comcode, voilà, toute cette machinerie-là qui va être beaucoup plus lisible pour l'utilisateur final et plus agréable à lire dans la plateforme Open Data Soft. On les pousse sur un FTP et ensuite on met à jour les différents genres de données et les services qui sont à l'intérieur de notre plateforme. Donc, d'un point de vue technique, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc assez simple. Hein. On va pas réinventer la roue. L'objectif, c'est d'utiliser des outils qui marchent, qui sont plutôt éprouvés. Donc, pour l'orchestrateur, on a utilisé Airflow, hein, qui est assez connu et utilisé par pas mal de sociétés. Donc lui, c'est un orchestrateur Python qui va donc s'appuyer avec des métadatas en Postgre et va lancer en fait des workflows que l'on va construire nous en Python, qui ont, on va dire, trois étapes, hein, ce que je vous ai montré juste avant. Donc une étape où on va chercher des données, on les charge. Une étape où on va créer les données, les nouvelles données, et une autre où on les livre. Donc voilà, si tout se passe bien, l'équipe data est plutôt cool et sereine, et si ça casse, on part réparer et relancer le process au dernier point d'erreur. Donc cette plateforme, nous on l'a appelée Dataseed, hein, c'est un produit, je répète, c'est un produit interne, hein, on se met en fait comme si on était un client de notre propre plateforme. Donc on prépare des données pour les mettre à disposition des autres. La seule chose qui diffère par rapport à nos clients, c'est qu'on choisit véritablement les données que l'on veut mettre à dispo dans l'objectif qu'elles soient utilisées, qu'elles soient transverses et utilisables pour la plupart de nos clients. Une fois qu'on a fait ça, on pousse effectivement sur le FTP et donc la plateforme Open Data Soft là prend la main. Donc soit une fois que les services veulent se mettre à jour, elles vont chercher les données sur le FTP, et sinon c'est Airflow qui va mettre à jour toutes les données sur le portail avec l'API management. Un truc aussi qui était extrêmement important pour nous, c'était d'avoir un seul point d'entrée pour les données. Donc là, on a des données qui sont consolidées, utilisables par tous les services et pour tous les usages. Donc il n'y a plus de traitements importants qui sont faits à la volée sur les services. Vraiment, tout est fait en préparation et en anticipation pour ensuite une consommation juste pure et simple là-dessus. Alors, déjà c'est en prod, hein, où les clients peuvent déjà utiliser ces données dans les services géographiques, et les données aussi sont disponibles pour tous nos utilisateurs sur notre portail. Donc on a réduit donc le nombre de jeux de données. L'objectif, c'est de dire, on fournit un pack à nos clients. Donc il y a un premier jeu de données pour chaque niveau. Il y a un jeu de données, ce qu'on appelle millésimé. Donc par exemple, si on prend les communes, vous avez un jeu de données millésimé qui recense les communes de 2015 à 2020, et un jeu
commune qui est une fédération du jeu commune Milisiné qui prend les dernières données, donc les données les plus récentes. Donc là, on prend aussi le parti pris de ne plus donner, de faire un jeu de données une année. Les clients, voilà, peuvent utiliser ces packs, prendre les données qui les intéressent, les mettre sur le portail ou enrichir leurs données. Mais on est vraiment sur des fournisseurs de packs et pas juste on va fournir absolument tous les usages avec tous les datasets appropriés. Sur votre gauche, on voit effectivement la jointure géographique où vous avez toutes les entités administratives, électorales ou statistiques qui sont disponibles pour faire vos jointures. La zone de recherche géographique a aussi été mise à jour par rapport à ces nouvelles données. Qu'est-ce que je peux dire aussi là-dessus? Pour chaque jeu, la présence du nom et du code de la hiérarchie N-X quand c'est pertinent. Donc voilà, plus besoin d'aller chercher X jeux de données pour faire les jointures. Les noms d'attributs, enfin les attributs s'appellent de la même façon. Donc les noms techniques, les labels sont bien sûr en français et bien spécifiés à chaque pays. Les noms techniques sont en anglais pour pouvoir facilement avoir le modèle en tête. Une fois que vous avez intégré un jeu de données, vous savez que le prochain géoréférentiel sur la France, le nom de région, il va s'appeler regname. Donc ça facilite l'usage et ça aussi vous allez mettre moins de temps à préparer vos données. Ça, c'est des premiers feedbacks qu'on a eu de nos clients. On a rajouté des codes ISO aussi pour bien identifier les régions comme la France métropolitaine et l'outre-mer. Et on a consolidé les données avec des informations diverses et statistiques, donc beaucoup sur les communes ou sur tout ce qui est zone montagne, les aires urbaines, des numéros sirènes, etc., etc. Alors, bon, comme je l'ai dit, tout est en prod, donc on peut déjà utiliser ça sur la France et le Mexique. On a mis un peu moins de 6 mois pour monter la plateforme et les premiers référentiels sur la France et le Mexique et migrer les serveurs vers ce nouvel usage. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de mettre à niveau tous les autres pays, parce qu'on est un peu dans un mode hybride. Là, on a fait 2 pays, il y a l'Allemagne et le Canada qui arrivent ce mois-ci, l'Australie est dans les starting blocks. Donc, c'est de mettre à jour déjà tous nos géoréférentiels, donc les 17 pays territoires qui sont déjà disponibles. Et puis ensuite, on étendra la couverture si besoin. D'appliquer cette démarche sur d'autres thématiques, donc former des packs donc de population, ou de bâtiments ou d'emploi, accompagner nos clients vers ces nouveaux jeux de données. Donc ça a déjà démarré depuis août. Il y a l'équipe CSM qui travaille à fond là-dessus avec les clients pour migrer une partie de leurs données vers ces nouveaux jeux. Et puis ça nous a permis aussi de tester, avoir des premiers retours, des feedbacks assez forts et plutôt bons sur la façon de faire et sur la mise à jour de cette nouvelle structure. Donc ça, c'était hyper cool. C'est un bon travail qui est encore en cours. Ensuite, tout ce qui est réajustement des données fournies, voilà, on ne veut plus mettre une multitude de données à jour. Par contre, effectivement, on veut essayer de faire mieux, mais moins et surtout plus élaboré. Pour nous, ça permet une maintenance et une mise à jour facilitée. Voilà, on sera plus rapide sur les mises à jour dès que les données vont sortir. On va essayer effectivement de bien tenir le rythme et on communiquera de manière plus soutenue sur les prochaines sorties. Donc pour finir, un usage qui est déjà en ligne sur le site de la COS pour les URSAF, qui donc a fait tout son tableau de bord, enfin un de ses tableaux de bord en soutien des géoréférentiels. Donc là, vous voyez donc les effectifs salariés et nombre d'établissements dans le secteur privé. Donc la carte, elle vient des géoréférentiels. Les filtres sont les données des géoréférentiels. Donc voilà, ça a permis de remonter des données, des dashboards, et ça a été aussi très apprécié sur vraiment le tronc commun et la continuité de nommage qui leur a permis de prendre en main d'une meilleure façon les données et effectivement d'avoir moins de frustration à chercher des choses qui semblent on va dire faciles, et voilà, ça a généré en fait un engouement et une envie de réutiliser les géoréférences. Pour nous, c'est cool, quoi, c'est une belle victoire. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu. On va commencer les questions. Alors, il y avait une première question de Hassen. Avez-vous considéré les travaux faits depuis quelques années par GeoNames? Non, on n'a pas. Enfin, on utilise déjà les données GeoNames, mais on les met à disposition. Là, on est parti sur le principe qu'on allait utiliser au maximum les données fournies par les gouvernements nationaux, donc avec des licences publiques. Donc
On s'est inspiré, de toute façon, comme vous dites, on n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré de la façon de faire des autres fournisseurs de données. On n'a rien inventé de nouveau. Par contre, on a essayé au niveau des licences et des sources de données de prendre au maximum les données qui étaient produites par les gouvernements et en gros mettre en avant tout ce qui était licence ouverte véritablement. Ensuite, quelles sont vos sources de données? Pour la France, l'IGN, l'INSEE, DGCL ou GCL, donc voilà, les choses communes qui étaient déjà présentes sur notre portail, mais qui n'étaient pas forcément bien mises à jour ou bien mises en valeur et qui n'étaient pas consolidées. Donc là, en fait, on a pris déjà ce qui était un peu sur nos portails et on a fait des jeux consolidés. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est vraiment données IGN, données INSEE, donc vraiment des acteurs gouvernementaux. Bonjour Audrey, comment trouver ces géoréférencés de votre site Open Data Soft? Alors, du coup, pour les trouver, vous pouvez aller sur public.opendatasoft.com et vous tapez géoref-france et vous allez les trouver. 6 messages sur Lexi avant. Waouh, combien de personnes ont travaillé approximativement sur ce projet? Alors, sur les 6 mois, ça a été, on va dire, crescendo. Il y a eu 4 personnes. Donc, il y a eu 2 personnes sur la partie dataseed, mise en place de l'usine de données et sur les traitements français et mexicains. Donc on a commencé par la France parce que c'est déjà le premier, on le connaît très très bien, et ça nous a permis ensuite d'avoir aussi quelque chose de très complexe d'entrée qu'on maîtrisait, que tout le monde maîtrisait et que tout le monde connaissait. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps. Donc environ 2 personnes, on a commencé mars-avril. Alors ça a pris un peu de retard parce qu'il y a un peu le Covid qui nous est tombé dessus, donc ça a un petit peu décalé les choses, mais il y a eu d'abord ce travail-là. Donc il y a eu 2 personnes qui ont travaillé jusqu'à peu près juin, juillet là-dessus sur la plateforme, et ensuite l'équipe qui s'occupe des services a démarré aussi leurs travaux pour pouvoir migrer leurs services et en fait enlever tous les traitements qu'ils faisaient, bien s'interfacer de toute manière. Donc là, ça a pris un petit peu plus de temps. Donc ça a démarré en juillet, ça a fini en septembre, et l'équipe data continuait à mettre à jour les données. C'est pour ça que là, on a mis la France et le Mexique en prod, mais l'Allemagne et le Canada étaient prêts depuis septembre et donc vont se mettre à jour là ce mois-ci. Donc l'objectif pour nous, c'est de tenir le rythme, c'est pas de s'arrêter, c'est de mettre au moins un référentiel par mois à disposition pour pouvoir vite boucler la boucle, être sur le nouveau format le plus vite possible et présenter et ça à tous nos clients. Alors, quels sont vos sponsors pour vous aider à récupérer les données sources dans les autres pays? On fait de la chasse, il n'y a pas de sponsor. Nous, on a des data hunters, on est aussi des data hunters dans l'équipe data, donc on part à la chasse des données, on a on va dire une façon de faire qui est assez simple, on regarde ce qui existe sur les données gouvernementales, qu'est-ce qui est bien certifié, qu'est-ce qui est à jour aussi, c'est important, est-ce que les données sont vivantes, parce que pour moi il n'y a rien de pire qu'une donnée morte, je crois que je préfère ne pas avoir de données. Et ensuite, l'objectif c'est de trouver les données les plus simples à intégrer. Donc voilà, c'est que de la recherche en fait, il n'y a pas véritablement de sponsor, on décide ensuite d'intégrer telle ou telle donnée. Quelle est la différence entre public.opendatasoft? Ça c'est l'Arlésienne, ça revient tout le temps. C'est des choses aussi qu'on va bien travailler. Alors public, c'est notre portail de l'équipe en fait de l'entreprise, c'est notre portail de l'équipe data. C'est là où nous on va poster toutes les données que l'on va mettre à jour. Et data.opendatasoft.com, en fait c'est le réseau de données avec tous nos clients. Donc sur data.opendatasoft.com, vous allez trouver les données des portails de nos clients et aussi les nôtres. C'est pour ça que sur data.opendatasoft.com, vous avez 20 000 jeux de données.
Et sur le Linux, on avait 1000. Donc là aussi, pareil, on réduit pour justement avoir moins de données mortes et plus de données vivantes là-dessus pour avoir quelque chose de qualité. Mais c'est quelque chose qu'on va retravailler. Je fais un petit peu de teasing pour l'année prochaine, mais voilà, ce côté public data est effectivement assez confusant, que ce soit pour nous ou pour les gens. Et donc, on veut véritablement changer ça et vous proposer une meilleure expérience sur la recherche dans le réseau de données, vraiment sur tous les réseaux, enfin sur tous les portails Open Data Soft. C'est vraiment ça la force, c'est que vous pouvez trouver vraiment toutes les données qui sont ouvertes sur tous les portails Open Data Soft sur opendatasoft.com. Avez-vous à disposer une adresse physique en France avec les justifications dernières d'accord, non. Le référentiel adresse, il y a la BAN. Il n'y a pas vraiment de raison d'en avoir un sur la plateforme. On utilise effectivement dans nos traitements, on utilise la BAN pour ça, donc leur site s'est mis à jour, je crois, l'adresse est un petit peu différente, mais voilà, ça existe, c'est très bien fait, c'est bien mis à jour. Il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui d'intégrer ces données ou d'avoir un service en interne là-dessus, puisque aujourd'hui il y a quelque chose qui existe, quelque chose que vous pouvez reproduire. En plus, tout le code est là pour avoir une instance chez vous. Donc nous, on utilise la BAN et on est très content d'utiliser la BAN. Voilà. Pour travailler sur les évolutions de périmètre des entités administratives françaises, fusion des régions, communes nouvelles, etc. Alors ça, c'est un vaste sujet qui est pénible, parce qu'en plus, l'INSEE donne les données au 1er janvier, et puis il y a des fusions de communes au mois de mars ou au mois de novembre, ou des fusions de PCI, donc ça, c'est magnifique. C'est toujours un sujet assez rigolo, pénible un petit peu, mais rigolo. On essaye d'être aware là-dessus. On met toujours à disposition les données de 2015, par exemple, pour les régions, avec les nouvelles enseignes régions. Et comme on millésime les données, vous pouvez récupérer les jeux de données pour chaque année, et puis il y a des tables de passage pour pouvoir faire les correspondances. Voilà. Mais bon, c'est pas un sujet facile, et c'est vrai que comme la livraison des données ne vient pas en même temps, c'est toujours un petit peu compliqué, et des fois on oublie. Donc il y a des clients qui nous disent attention, il y a tel ou tel PCI qui a fusionné. Donc voilà, on travaille aussi avec nos clients là-dessus, et c'est cool parce c'est un vrai travail gagnant-gagnant. Merci à tout le monde, passez une excellente journée en notre compagnie, et à bientôt sur le réseau Open Data Soft. Merci beaucoup. Au revoir.